Alors on va reprendre. Si tous ceux qui veulent assister à la prochaine session peuvent prendre place, il reste encore des places. On va maintenant parler d'un sujet qui nous concerne tous au quotidien de manière très pratique, puisqu'il s'agit des nouveaux modes de travail après la crise du Covid. Qu'est-ce qui a changé et comment s'adapter au travail dans les modes de management. Donc ça va être un test and share, ça va être le partage d'expériences d'entrepreneurs qui ont eu à se confronter à ces situations, à ces difficultés et qui vont vous parler de ce qu'ils ont appris au cours de ces derniers mois. Avant de commencer la session, on voulait un petit peu vous mettre dans le bain, vous mettre dans l'ambiance et vous inviter à un petit quiz sur ces nouveaux modes de travail. Donc vous pouvez vous emparer à nouveau de l'application Klaxoon. Le code d'accès est affiché derrière moi, bientôt, j'espère. Et vous pouvez rester connecté puisque c'est aussi à travers cette application que vous pourrez poser les questions à nos invités pendant toute la session. Donc, pour cette première question, est-ce qu'on peut remettre le code Klaxoon si certains ne sont pas dessus ou alors il est indiqué ici, 728 9 USG. Première question, selon vous, combien d'entreprises ont eu recours au chômage partiel entre mars et juin? 3 propositions, 850 000, 1,4 million ou 2 millions. On a les votes en cours. Vous pouvez donc toujours vous connecter sur Klaxoon à travers le lien URL klaxoon.com et ensuite le code qui est ici en bas à gauche et sur à peu près pas mal de slides. Et ça sera le même sur toute cet après-midi sur les plénières. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de vote? Il reste... On va pas attendre que tout le monde soit rentré, mais tout le monde... Ok, on peut peut-être lancer le résultat de la première. 1,4 million. Alors, vous pensiez 2 millions, la réponse est près d'1,4 million, 1 346 000 entreprises. Et ça représentait plus de 13 millions de salariés, donc qui, entre mai et juin, ont eu recours au chômage partiel. C'est énorme. La deuxième question sur ce sujet... Selon vous, quelle proportion des salariés veulent continuer à avoir recours au télétravail après le confinement? Entre 20 et 30%, entre 40 et 50% ou plus de 70%. Donc la question, bien sûr, ne vous est pas adressée à vous. Qu'est-ce que vous voudriez, mais qu'est-ce que vous pensez que l'ensemble des Français et Françaises aimeraient, à votre avis? Voilà, on a remis le code pour ceux qui ne pouvaient pas se connecter à Klaxoon. C'est toujours le même. Alors, on va passer aux résultats. C'était donc plus de 70% des salariés. Vous êtes que 35% à avoir pensé que c'était autant. Non, c'est autant. Plus de 70% des Français qui veulent donc changer leur mode de travail pour plus de télétravail. Et la dernière question, selon vous, quelle proportion de Français estiment que les entreprises et leurs marques jouent un rôle plus important que les États dans la création d'un avenir meilleur? Est-ce que c'est 54%, 64% ou 74% des Français? Dernière question avant de laisser la place à nos intervenants. Et on peut passer aux résultats. La réponse était 74%. Donc, on le voit, plus que jamais, les entreprises ont un rôle à jouer dans cette création du monde de demain. Et c'est pour ça qu'on leur donne la parole. Et c'est pour ça que c'était important pour nous d'aborder ce sujet des nouveaux modes de travail avec eux qui sont directement concernés. Et donc, pour cette session Test and Share sur travailler et manager autrement, quelles leçons du Covid, j'appelle notre facilitatrice Alizée Lozakmer et ses intervenants Gérald Carsanti, Mathieu Becher, Anne-Laure Degris et Dorothée Bedoc. Merci.
bonjour à tous et bienvenue dans cette première session Test and Share de ces universités d'été. Donc, je m'appelle Alizée Lozakmer, je suis une des cofondatrices de Make Sense et je suis très contente d'animer cette session sur le travail autrement. Alors, petit rappel, les sessions Test and Share, encore plus que les plénières, il y a vraiment la vocation d'échanger avec le public. Donc, on va passer une première partie à entendre nos 4 intervenants sur le sujet, mais surtout, on va passer beaucoup de temps en deuxième partie à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à voter pour les questions que vous préférez. Elles seront posées à nos intervenants pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors, la thématique de cette session, c'est travailler et manager autrement. Quelles leçons tirer du Covid? Chez Make Sense, notre vocation, c'est de donner ou de redonner à tous ceux qui le veulent les moyens et les capacités d'agir pour transformer radicalement notre société et notre économie. Alors, on accompagne des citoyens, on accompagne des entrepreneurs, mais je pense que si on est tous ici réunis, c'est aussi qu'on a la conviction que on peut tous transformer nos entreprises. Et que, en plus, en parallèle ou parfois à la place d'une action qui viendrait du top management, c'est aussi toutes les forces vives de l'entreprise qui peuvent agir et qui peuvent bouger, faire bouger les lignes de leurs entreprises pour les transformer. Mais ça ne marche que si l'entreprise laisse des espaces, laisse des endroits où ses collaborateurs peuvent s'exprimer et peuvent agir. Et donc, les modes de travail, les modes de management, les modes d'organisation, les modes de gouvernance de nos entreprises sont essentiels pour permettre cette transformation qui doit s'accélérer de nos entreprises. Les entreprises en ont plus ou moins conscience et c'est toujours un sujet qu'on repousse souvent au lendemain. Et là, bim, on a une crise, on a un confinement qui arrive et donc ça bouscule un peu tout et ça a fait émerger, on l'a vu un peu partout, des nouvelles pratiques. On va s'intéresser aujourd'hui avec nos 4 intervenants à découvrir ces nouvelles pratiques et surtout à se demander est-ce qu'elles ont permis de faire bouger peut-être durablement les lignes des modes de travail et de management? Et qu'est-ce qu'on va garder après le confinement et après la crise sanitaire qui nous permettra de contribuer à la transition sociale et écologique? Alors, on a pour ce sujet 4 intervenants avec une belle parité. On a Anne-Laure Degris, qui est directrice générale de la coopérative Smart. On a Gérald Carsanti, le président de SAP France. On a Mathieu Beuchet, le CEO de Klaxoon, que je ne vous présente pas. Et puis on a Dorothée Bédoc, qui est administratrice de l'UDES. Alors vous allez chacun avoir environ 5 minutes pour nous parler de vos expériences concrètes de management et de mode de travail qui se sont passées dans le confinement et surtout les apprentissages que vous en tirez et ce que vous avez envie de conserver par la suite. Allons-y. Merci Alizée. Donc, je suis Anne-Laure Degris, je suis co-dirigeante de la coopérative Smart. C'est une coopérative qui fonctionne sous forme d'entreprise partagée par des milliers de membres et dans plusieurs pays européens. Dont la raison d'être est l'autonomie solidaire, qui permet notamment à toute personne qui, en exerçant, facture via Smart et du coup socialise ses revenus, soit sous forme de cachet, droit d'auteur, bénéficie du régime de l'intermittence ou le régime général pour un contrat qui soit d'1 heure ou sur la durée de vie de son activité avec ses collègues. Évidemment, le régime général ou le contrat de travail, le salariat, a permis notamment pendant la crise Covid de mobiliser tous les droits sociaux, des fonds de garantie interne quand ils n'étaient pas mobilisables, et puis tout ce qui est protection sociale, santé, mutuelle. Ça a été effectivement un choix de qualité dans une période très très difficile. Sur la thématique de l'atelier, en préparant les choses avec Alizée, je vous propose de témoigner de 3 sujets. Donc l'évolution, moi en tant que manager de manager, l'évolution de la relation au manager, l'avancée de la culture de la pratique du travail à distance et l'émergence d'autres formes d'accompagnement à l'ensemble des collaborateurs. Sur l'évolution de la relation au manager, donc ça a été principalement le renforcement de l'appui, des contacts rapprochés et de pouvoir, moi pour ma part, m'appuyer sur ma pratique, théoriser cette pratique, la mettre en forme, donc la diffuser et permettre d'améliorer la mise en cohérence de l'ensemble de nos pratiques managériales. On a eu des temps de partage, des difficultés rencontrées pendant cette période de crise.
Je peux donner quelques exemples simples et concrets, comme comment maintenir une qualité relationnelle d'accompagnement quand on est tous évidemment à distance. Qu'est-ce qu'on fait quand un collègue s'effondre en larmes dans une visioconférence ou pendant un rendez-vous en bilatéral, ou au contraire pète un câble, se met en colère, hyper réagit aux contraintes qui ont été imposées pendant le confinement, puisque toutes nos missions ont dû se réorganiser quasiment au fil de l'eau, et ça a été vécu plus ou moins crûment. Donc ça a été l'occasion de partager de la théorie et de la pratique sur comment on accueille les émotions, comment on régule dans de l'expression individuelle ou collective, et puis qu'est-ce qu'on fait, nous, managers, quand on est dépositaire de témoignages qui peuvent être parfois bouleversants de la part des collègues. Pas mal d'apports théoriques, donc du coup, moi je suis repartie sur ma pratique de coaching humaniste, coach and team pour ceux et celles qui connaissent, et j'ai pu faire le point sur un certain nombre d'outils. Moi, ça me fait réviser, et puis ça a été vachement intéressant finalement de regarder à partir d'outils complexes qui avaient été élaborés, par exemple, lors d'un tremblement de terre au Chili, comment toute notre capacité de résilience, de processus de survie peuvent aller jusqu'à l'intelligence collective, et comment on traverse et on sort grandi et apprenant, en ayant appris de cette période de crise qui va durer. Tout ce qui est de l'ordre de la structure du leadership, membership, les processus de pression externe. Enfin bon, j'en ai quelques diapos si ça intéresse l'un ou l'autre d'entre vous. On a pratiqué pas mal d'échanges d'expériences sur la base de nos récits, et ce qui permet aussi réassurance et renforcement à partir de cet récit dans notre posture d'accompagnement et de manager. L'autre point, sur l'avancée de la culture et de la pratique du travail à distance, là d'une contrainte externe qui nous a mis en chômage partiel total, en télétravail, confiné à domicile dans des conditions plus ou moins bonnes selon les collègues, on a acquis une expérience, une culture commune et une pratique commune qui va s'inscrire durablement maintenant dans notre quotidien de travail. Donc, la culture commune des outils de travail à distance avec l'harmonisation de nos pratiques visioconférence, cloud, documents partagés. Grande amélioration de l'efficience de nos temps de travail collectif, puisque nous sommes appliqués la préparation des réunions en amont. Ça semble évident, mais ce n'était pas toujours le cas. Et puis des réunions, en tout cas moi ça m'a beaucoup soulagé, qui terminent à l'heure avec une prise de parole animée et timée. Et vous me direz où j'en suis de mes 6 minutes de prise de parole. 1 minute 30. Merci. L'équité des modalités aussi, la visioconférence, le télétravail, il n'était plus question de qui dispose des moyens du siège social, petit ou grand bureau, est-ce que je suis membre, est-ce que je suis entrepreneur ou équipe support. On était tous sur la même modalité de contact et d'échange. Donc une évolution aussi de notre pratique de travail en équipe avec un meilleur usage du télétravail, mais c'était plus ou moins utilisé. Est-ce qu'on avait le droit d'être en télétravail? Est-ce que quand je suis en télétravail, je fais bien mon boulot? Tout ça, ça s'est évidemment amélioré. De fait, le télétravail, le confinement nous a obligés de nous payer un certain nombre de questions. Et cet été, un groupe de travail interservice avec des collègues, les instances représentatives du personnel, sur un mode bottom-up, on est allé chercher le retour d'expérience là-dessus. On s'est rendu compte qu'on a été obligé de pratiquer la confiance dans nos relations de travail en télétravail et à distance. C'était quelque chose qui était quand même intéressant à dire et à redire, et qui nous a obligés à partir de ce préalable. Avec le groupe de travail, on a émis un certain nombre d'hypothèses organisationnelles, un questionnaire transmis à l'ensemble de l'équipe et qui, même pendant la période d'été, a été très bien rempli par tous les collègues qui soient en France et en Belgique, et qui va nous permettre de remettre une matière à disposition de l'équipe de direction, les instances représentatives du personnel, pour faire évoluer notre règlement de travail dès maintenant. On va conclure.
Et enfin, dernier point, l'émergence d'autres formes d'accompagnement aux collaborateurs, une personne de confiance qui a pris des contacts directs avec les personnes qui apparaissaient en difficulté ou isolées, et collectivement des sessions d'appui en ligne hors hiérarchie, animées par une animatrice et un psychologue du travail, ce qui leur a permis et de partager un vécu des conditions de travail sur le moment, de faire part d'améliorations dont nous on a pu s'emparer en direct et continuer un dialogue non pas descendant ou hiérarchique, mais collectif et qui permet d'améliorer l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui était assez intéressant dans ce témoignage, c'est de voir que les méthodes, elles existent et elles sont même souvent maîtrisées par certaines personnes dans l'organisation et que c'est la contrainte extérieure là qui a forcé à accélérer leur diffusion pour le bien de toute l'organisation. Donc, plein de méthodes chez Smart qu'on pourrait peut-être réutiliser. Gérald, expliquez-nous, dans un grand groupe, alors certes dans le domaine du digital, mais comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous retenez de cette période? Alors, bonjour à tous. Écoutez, ravi de partager l'expérience que nous avons vécue chez SAP. C'est d'abord quelques réflexions qu'on s'est faites au niveau du comité de direction quand on a été confronté, comme tout le monde, à cette situation. On vit une période totalement dingue. On vit une période dingue. À tout point de vue. Moi qui suis un sportif, je cours beaucoup. Je me souviens de footing que je faisais le matin dans Paris, désert, et j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Aujourd'hui encore, on se rend compte que en quelques semaines, le monde a basculé. C'est-à-dire que tout le monde est masqué dans la salle, partout. Donc ça amène quand même beaucoup de réflexions. Et ça amène beaucoup de questions, à la fois chez SAP et dans notre écosystème autour de nous. Alors, le premier point, c'est que SAP était... D'abord, premièrement, la technologie. On a de la chance parce que tout ça, c'est arrivé à un moment où la technologie permet de gérer cette crise, a permis de gérer cette crise. On a des débits très rapides, on a des technologies très éprouvées. Imaginons cette crise il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été une catastrophe intégrale. Je ne sais même pas comment on aurait pu faire, d'ailleurs, au passage. Donc là, la technologie a permis de faire ça. Et SAP, on est quand même dans un secteur très privilégié, puisque notre activité, notre business peut se marier avec le télétravail ou des formes de travail à distance. Ce qui n'est pas possible pour d'autres entreprises. Il faut penser à toutes ces PME, PMI, toutes les entreprises qui sont dans des secteurs qui ont été très impactés et dans lesquels il y a eu, on l'a vu, beaucoup de chômage partiel et malheureusement, probablement des conséquences qui ne sont pas encore annoncées mais qui peuvent encore arriver. Donc nous, on est très chanceux, mais ça nous a permis justement de faire un certain nombre de choses pour aider la communauté autour de nous. Alors, premièrement, c'est que SAP est très tourné sur l'humain. C'est le modèle d'SAP. Notre modèle est fait, si on n'a pas tous les hommes et les femmes d'SAP derrière nous pour pousser notre structure et nos solutions, ça ne marche pas. Donc, mieux vaut avoir des salariés extrêmement motivés. Donc, on est très axé sur l'humain. Cette période-là a permis de nous rendre compte à quel point l'humain est important dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a beau dire, effectivement, la technologie permet de faire du travail à distance, du télétravail, etc. Mais quand même, c'est quand même bien quand on peut se rencontrer, discuter, se voir, voilà, et échanger, parce que ça génère des idées, de la créativité. Et là, on a pris conscience à quel point l'humain était important. Le deuxième point dont on a pris conscience, là encore, très ancré chez SAP, mais aussi parce que SAP est d'origine allemande et qu'en Allemagne, l'environnement, c'est important, c'est l'environnement. Et l'importance de l'environnement. Je disais tout à l'heure, quand je courais, je voyais les Paris déserts, mais je voyais surtout un Paris respirable. Et on voyait des animaux sauvages qui venaient dans les grandes villes. Enfin, vous avez vu ça mieux que moi. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que finalement, notre société, elle a peut-être poussé le cochonnet un peu loin et qu'il y avait peut-être un Paris centre à reprendre différemment. Le troisième observation, c'est l'efficacité au travail. On a toujours été persuadé dans notre modèle qui date de l'après-guerre, un modèle industriel, où plus les salariés sont sous notre contrôle, autour de nous, autour du manager, qui peut contrôler ce qu'ils font, comment ils le font, et surtout on a l'impression que plus ils sont là, plus ils travaillent, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que de la même façon que quand on assiste à une conférence, on est attentif pendant un certain temps, mais pas pendant toute la conférence, on se rappelle de nos cours quand on était étudiant, c'est pareil au travail. Et parfois, quand on arrive à avoir finalement une organisation du travail différente, on améliore
au contraire l'efficacité, la productivité et donc la performance. Donc c'est intéressant. Et le dernier sujet, avant de vous dire plus concrètement ce qu'on a fait, sans rentrer dans un catalogue, c'est l'impact du Covid et de la crise sur le rapport de la mixité homme-femme. Avec 8 autres dirigeants, on a publié il y a quelques jours dans le journal du dimanche une tribune pour dire à quel point il était important de continuer à investir des budgets et des moyens pour pousser en avant la mixité si importante, parce qu'on voit bien que les entreprises qui ont une mixité réussie, un équilibre réussi, ont plus de performance. Et on a vu, il y a eu beaucoup de questionnements de beaucoup de gens. On ne l'a pas observé chez SAP, mais j'ai observé que beaucoup de gens l'ont observé chez eux, que du coup l'impact de tout ce qui avait été fait ces derniers mois ou années a été un petit peu challengé, et les femmes en ont un peu pâti. Donc du coup, on a voulu dire à quel point il était important de ne pas se laisser aller là-dessus. En gros, ce qu'on a fait chez SAP... Oui, je le résume en deux mots. Ce qu'on a fait chez SAP, c'est 2 choses. D'abord, tout ce qui était existant sur tous nos programmes, on a des programmes tournés sur la qualité au travail, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On fait beaucoup d'investissements dans les startups, puisqu'on a notre fonds d'investissement à l'intérieur des SAP, SAPIO, dans lequel on est évidemment très actif. On a une organisation qui s'occupe d'accompagner des entrepreneurs sociaux qui ont des impacts sur le social, mais aussi sur l'environnement. Tout ça, on a fait en sorte que ça puisse continuer, Covid ou pas, télétravail ou pas. Et donc, on a digitalisé l'ensemble de nos programmes. Ça a été la première chose qu'on a faite, évidemment. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a construit, on pourra en discuter ultérieurement parce que je ne veux pas prendre trop de temps, une organisation qu'on a appelée FlexWork, et qui est en fait de dire qu'il faut dépasser la notion seule du télétravail, il faut aller sur le télétravail et tout ce qui peut améliorer, aider, favoriser le travail à distance. Et donc donner aux collaborateurs la possibilité d'organiser son temps de travail comme il le veut. Bah déjà, ça permet d'économiser les temps de transport, tout le temps inutile en réalité. Et donc ça a été très nouveau. On a travaillé avec les salariés, mais aussi les représentants du personnel, donc l'ensemble des équipes, pour construire quelque chose qui a du sens et dans le temps. Parce que ça va être important de voir comment ça va perdurer dans le temps. Merci beaucoup. On espère pour tous les salariés que ça continuera dans le temps. Mathieu, à vous la parole. Vous qui êtes aussi sur beaucoup d'outils collaboratifs de travail, comment ça s'est passé? Merci. Bonjour à tous. Alors évidemment, c'est un plaisir aujourd'hui également de partager ce qu'on a pu observer, nous, avec notre position un peu particulière d'experts sur ces sujets des nouvelles formes de management. Puisque Klaxoon, alors pour l'historique rapide, c'est un outil dont vous avez un aperçu aujourd'hui qui permet d'initier une nouvelle forme de dialogue. Ça s'appuie sur des méthodes agiles industrielles. On est plusieurs chez Klaxoon à être passés notamment par le secteur industriel qui a mis en place il y a bien longtemps des méthodes agiles qui sont nées dans les années 60 et qui s'appuient qui proposent et qui permettent un dialogue beaucoup plus efficace, plus rapide, plus synthétique, qui fait la part belle aux faits, aux factuels, et puis qui fait participer tout le monde. Évidemment, là, en creux, je dessine tout ce que ne sont pas les réunions depuis tellement longtemps, et donc on s'est intéressé chez Klaxoon à voir comment est-ce qu'on pouvait mettre ces méthodes à la portée de tout le monde, ce qu'on a commencé à faire il y a 5 ans. Et ce qu'on a observé dans le Covid, c'est une accélération très très forte de l'utilisation d'outils comme les nôtres. Un premier constat, on n'a pas fait de pub. Donc ça fait longtemps qu'on sait que ces méthodes existent, et naturellement, quand on s'est retrouvé confronté à ce moment Covid difficile, on se tourne vers des méthodes. On en a entendu plusieurs évoquées dans les 2 précédentes interventions. Et ces méthodes, elles sont connues, mais encore une fois, jusqu'à maintenant, on n'avait pas le temps de s'y mettre. Donc, première observation pour nous, c'est un révélateur, cette crise de dysfonctionnement qu'on connaît, qu'on laisse traîner depuis bien longtemps. Et je parle de quoi? Je parle de la façon dont on manage nos réunions, mais pas seulement, la collaboration en général, qui est historiquement très descendante, parce que c'est plus facile, il faut le rappeler, de faire historiquement plus descendant, parce qu'on avait d'autres contextes qui ont favorisé ce type de management, mais ça n'est plus le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On vit dans un monde qui est beaucoup plus connecté, comme on a pu le voir ces derniers temps, et ça nous propulse dans une dimension, une nécessité de synchronisation qui est extraordinaire. On n'a jamais eu autant besoin de se synchroniser. On observe souvent qu'on ne va plus dans les réunions aujourd'hui pour la même raison qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus une réunion théâtre qui permet à chacun de venir raconter avec un certain temps ce qui a pu se passer sur son périmètre. Ça n'est pas ça qui est attendu, c'est d'avoir des réponses
d'avoir des décisions qui sont prises, de gagner, de que ça dure surtout pas très longtemps, moins de 30 minutes idéalement. Et évidemment, tout ça, avec les méthodes classiques, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on a observé, c'est des choses assez enthousiasmantes. Déjà, ces méthodes sont connues, et 2, elles sont rapidement mises en place. Tous les verticaux, tous les secteurs, toutes les industries, quelle que soit la taille des entreprises, on a, ici en France ou ailleurs, observé une accélération majeure, inédite, et que nous on espère depuis 10 ans en termes de vitesse de transformation, et certainement qu'on peut déjà déduire qu'il y aura un avant, un après, que ça va permettre aux managers qui, pour différentes raisons, n'avaient pas trop peut-être l'occasion de tester ces nouvelles formes de management, ont dû les tester. Et l'enseignement qui est intéressant, c'est qu'on en voit les bénéfices. Ce dialogue, nouveau dialogue qui s'installe actuellement dans les entreprises, est un dialogue qui génère des choses positives, évidemment de la transformation, pas seulement de l'adaptation, évidemment par beaucoup d'adaptation. J'entendais l'autre jour, et je suis complètement d'accord avec ça, qu'il ne faut pas confondre la période actuelle avec le télétravail. Aujourd'hui, je reprends les mots de la personne, aujourd'hui c'est davantage Koh-Lanta qu'on vit. C'est un méli-mélo de plein de défis qu'il ne faut pas associer au télétravail. Le télétravail, c'est une opportunité parmi d'autres, qui révèle juste que quand une organisation veut faire appel réellement à des talents distribués, ce qui est l'opportunité que nous donnent les technologies, eh bien, il faut changer ses méthodes de management. Et c'est possible aujourd'hui. C'est possible avec des méthodes éprouvées, simples. Et évidemment, quand on commence à mettre le pied dedans, on se rend compte qu'on fait des réunions plus inclusives, qu'on pose des questions plutôt que d'arriver avec des réponses, qu'on est souvent très surpris de ce qu'on arrive à mobiliser comme justement ce terme d'intelligence collective qui a longtemps été un graal inaccessible, qui est tout à fait palpable, qu'on peut tester, qu'on peut mettre en place avec ne serait-ce qu'une réunion journalière ou une réunion hebdomadaire, que je vous invite, si vous ne vivez pas ça encore, à tester. Mettez juste en place une réunion journalière dans vos équipes pour juste partager en très peu de temps, en 5 minutes, sur quoi vous avez bossé la veille, partager de manière visuelle, et vous allez voir des choses nouvelles apparaître. Et évidemment, c'est nécessaire parce que ce monde dans lequel on rentre est un monde qui nous demande d'être extrêmement adaptable, d'ajuster en permanence le tir. Chez nous, en termes d'organisation, on a évidemment, en tant qu'acteur digital, quelques facilités sur le télétravail, mais quand même, quand on n'a pas de présentiel, on voit bien qu'il y a des difficultés. Donc, je pense qu'on a besoin d'un monde hybride, ce ne sera pas tout digital, on a besoin d'avoir ces rencontres qui se font en présentiel. Il faut savoir jongler entre les deux. Et jongler entre les deux, ça demande de la méthode, et ça demande d'initier ces nouvelles formes de collaboration qu'on est en train de mettre en place. Merci beaucoup. Bon, c'est assez encourageant de voir que tout ça a été en germe et que ça a permis d'accélérer. Dorothée, vous représentez du coup une fédération avec notamment beaucoup d'acteurs qui ont un travail sur le terrain, un travail médico-social, sanitaire, etc. Là, du coup, vous avez une expérience un petit peu différente peut-être à nous partager ? Oui, en effet, nous sommes donc l'Union des employeurs de l'économie sociale, donc avec différents secteurs d'activité. Et moi, je vais vous faire part d'observations qu'on a pu faire au sein des 30 000 associations que nous fédérons. Donc encore une fois, au sein de différentes activités. Donc pour ma part, c'est indiqué, je crois, je suis à la tête du réseau Nexem en tant que directrice générale adjointe. Donc vous mentionniez le secteur médico-social, qui est un des secteurs donc, de l'UDES que donc nous représentons. Nous avons été donc avec dans toutes ces activités. Pour certains, ont dû travailler en restant ouverts. C'est la particularité de certains secteurs. C'est-à-dire que nous accueillons des publics pour certains d'entre eux, des branches que nous fédérons. Donc nous sommes restés ouverts en accueillant du public, donc avec des salariés qui ont pris des risques pour leur santé, en accueillant des publics sans masque. On sait bien que nous avons eu du mal à avoir le matériel de protection nécessaire à l'exercice des activités. Donc très clairement, beaucoup d'absentéisme également au sein des équipes, pour raison de garde d'enfants ou tout simplement d'arrêt maladie, puisqu'il y avait beaucoup de malades. Donc des équipes qui ont dû se fédérer, agir très vite, ça a été sans transition pour nous, agir très vite pour accueillir ces publics et en équipe restreinte avec un management qui a dû très vite faire confiance à ces équipes, et on sent bien que lorsqu'on les interroge aujourd'hui, qu'il y a un dialogue différent, un dialogue social différent, puisque il y a aussi eu besoin de dialoguer très vite avec les représentants du personnel pour se mettre en ordre de marche, faire évoluer les conditions d'accueil et les méthodes de travail.
Donc ça, c'est vraiment assez marquant dans ce secteur d'activité. Pour les salariés, puisqu'il y en a eu certains qui ont continué à travailler, mais en télétravail, l'expérience est forcément différente. On est un secteur qui est assez en retard globalement sur le numérique. Donc on a dû, pour le coup, apprécier, mais apprendre aussi très vite à se servir d'outils numériques pour appréhender donc nos collaborations. Ce qui est central dans nos métiers, c'est la relation. Donc le distanciel, c'est à l'opposé de nos cultures de travail. Donc ça a été assez compliqué, mais en même temps, on a vu qu'on a su être très agile, alors pas au sens de la méthode, mais au sens commun, très agile dans nos organisations pour pouvoir faire face et se réorganiser dans nos interactions salariées. Alors après, moi, je serais peut-être un peu plus... j'ai un peu plus de recul, en tout cas par rapport à ce qu'on peut dire aujourd'hui quant à la diffusion du télétravail plus largement pour les salariés qui peuvent être concernés chez nous. Pour les premiers retours qu'on peut avoir, c'est assez conforme à des enquêtes qu'on a pu lire, enquêtes Ipsos qui sont parues dans les Échos. La dernière date d'hier, et on voit que 15% des salariés seulement sont en télétravail aujourd'hui, donc alors qu'on n'est même pas sorti de la crise. Donc on va voir peut-être qu'avec l'accélération, la reprise du virus, peut-être que ça va se réaccentuer. La première enquête qui avait été faite au printemps parlait de 45% de salariés qui souhaitaient travailler à 50-50 chez eux et au sein de leur entreprise. Enfin, en tout cas, plutôt majoritairement à domicile. 38% seulement parlent de majoritairement en télétravail, alors que 17% disent vouloir travailler uniquement en télétravail. Donc le 17% est assez proche du 15% qu'on retrouve aujourd'hui. Et en tout cas, dans l'économie sociale, on n'a pas de chiffres encore complètement fiables, mais c'est ce qu'on ressent des premiers retours que nous pouvons avoir. Donc nous, en tant que tête de réseau, on tente d'accompagner le management sur de nouvelles modalités de travail avec cet élément distanciel. On se sent évidemment responsable et on pousse au dialogue social, puisque tout ça doit se faire aussi avec les représentants du personnel. On imagine enclencher des négociations sur ces sujets pour avoir des accords, puisque le télétravail s'est mis en place très rapidement et de façon assez sauvage. Je pense que ce n'est pas représentatif, ce qui s'est passé pendant la crise n'est pas représentatif de ce qui est réellement un télétravail mis en place de façon organisée, dialoguer avec les salariés, puisque télétravailler, c'est pas se retrouver du jour au lendemain avec toute la famille à la maison. Donc les salariés n'ont pas forcément aujourd'hui un ressenti tout à fait juste par rapport à ce que peut être un télétravail organisé. Mais très clairement, ça permet en tout cas chez nous d'enclencher la réflexion du télétravail, de l'usage renforcé du numérique. Je pense qu'on a fait un pas énorme chez nous sur ce sujet-là. Donc l'UDES va accompagner ses adhérents, qui sont donc des branches, pour négocier sur ces sujets et enclencher des formations pour les managers qui ont appris à manager en situation différente. C'est ça, je pense, qui est vraiment à retenir de cette période, c'est d'avoir eu à faire confiance, à s'adapter très vite et à manager de façon très agile et dans des situations très différentes. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que vous l'avez compris, l'idée ici n'est pas de faire un débat sur le télétravail ou non, mais plus de se dire que dans les piliers de l'économie de demain, il y a un meilleur partage du pouvoir, et qu'un meilleur partage du pouvoir nécessite des nouvelles formes d'organisation. Et le télétravail, mais aussi tout ce que ça représente autour, comme la confiance, comme la flexibilité, comme le partage des responsabilités. On évoquait aussi lors de nos échanges préparatoires le fait que derrière un écran, on est tous égaux. Il n'y a pas la mise en scène de la réunion, etc. Tout ça sont en fait des petites graines qui, peut-être, peuvent aussi générer des nouvelles formes de partage du pouvoir et des responsabilités dans l'entreprise qui seront absolument nécessaires si on veut les transformer de façon profonde. C'est l'heure maintenant de vos questions. Alors la première, qui a été la plus plébiscitée, qui pourra prendre la parole, puisque je pense qu'elle peut s'adresser à tous. Est-ce qu'on peut vraiment garder une relation et une cohésion d'entreprise en télétravail, et peut-être à quelles conditions et comment ?
Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer sur cette question ? Je peux au moins dire où on en est, puisque effectivement, le télétravail, il ne s'agit pas de le généraliser comme modalité unique de rapport à sa mission et à son équipe. Donc on est en train de réfléchir justement au présentiel, distanciel, puisque nous, on n'a pas un métier qui nous oblige obligatoirement d'être en présence, même si on accueille au quotidien des milliers de membres et d'utilisateurs de Smart. Donc il y a une partie du service qu'on doit rendre en présentiel, donc ça ne se discute pas. Et pour ce qui est hors présentiel, ça a été l'objet du travail démarré cet été en équipe sur quelles sont les attentes, les recommandations que les membres des équipes elles-mêmes peuvent formuler, et notamment c'était énormément sur l'attention et la qualité relationnelle. Elle peut être à distance et elle demande régulièrement. Alors est-ce que c'est une réunion trimestrielle, mensuelle, mais sans présentiel, effectivement, ça semble inenvisageable de prendre cette modalité-là. Et puisque dans l'intitulé de l'atelier, il y avait aussi est-ce qu'on va utiliser le même nombre de mètres carrés, de bureaux, etc. Ça, on n'a absolument pas encore exploré et ça n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Mais c'est intéressant aussi en piste, notamment sur l'écologie, les transports. Enfin, bon, on voit qu'il y a du possible. On a vu en effet l'importance des rituels qui avaient peut-être été tendance à être oubliés dans les entreprises pour garder une vraie relation. Concernant le gap générationnel, alors c'est peut-être un gap générationnel ou un gap d'usage sur l'appropriation d'outils digitaux pour le travail à distance. Je ne sais pas si au sein de l'UDES ou si Klaxoon, vous l'avez observé aussi parmi vos clients. Tout à fait, je peux répondre là-dessus, c'est une des questions qu'on s'est posées il y a 5 ans en lançant le produit. On a vraiment travaillé pour que ce soit accessible. C'était une première barrière qu'on nous opposait, c'est super, mais c'est pour être digital native, autre truc. Bon, je peux vous témoigner qu'aujourd'hui, sur la plateforme, il y a absolument tous les niveaux de maturité technologique, parce que je préfère ce terme-là. Là, je ne fais rien à l'affaire. C'est vraiment une question de maturité. Et ce qu'on a pu observer, c'est que c'est résolu. On parle d'une question du passé. Il n'y a absolument pas aujourd'hui, en tout cas c'est à la marge, un public qui serait mal à l'aise. Je vous rappelle qu'il y a des outils comme Facebook qui sont parfaitement déployés. On entend souvent ça au début, mais mes équipes ne parlent pas. C'est faux. Tout le monde sait parfaitement utiliser à titre personnel des outils de communication et le fait tous les jours. Donc il ne faut pas, je pense, imaginer qu'il y a un blocage là-dessus. Par contre, oui, il y a une petite barrière technologique au départ, quand on se remet à utiliser ce type d'outils pour se remettre à jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde pratiquement rencontre cette barrière, l'a rencontrée à l'occasion du confinement et a dû se débrouiller tout seul devant son écran. Et ça a fait du bien. Tout le monde de se retrouver au même niveau et ça a permis un échange sans doute un peu plus équilibré. Merci beaucoup. Je rebondis sur la question des mètres carrés, puisqu'on en a parlé pendant notre échange, Gérald, sur... on a l'opportunité de diminuer les coûts par 2 des charges immobilières et de supprimer tous les bureaux pour les grandes entreprises. Quel est votre avis sur la question ? Oui, juste un mot peut-être sur le gap générationnel par rapport à ce qui a été dit là. Je pense que le fait de pousser le coaching, ce que j'appelle le coaching réciproque, c'est-à-dire créer des équipes faites de personnes expérimentées et de jeunes, chacun s'apportant quelque chose. L'ancien apporte son expérience, le jeune apporte sa connaissance digitale. Ça aide et ça a beaucoup aidé dans notre environnement à favoriser ce gap, à raccourcir ce gap générationnel. Alors oui, ça c'est une discussion qu'on a eue effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, certaines de façon ouverte, d'autres pas. Moi, j'ai une position là-dessus qui est simple, c'est que moi, c'est en fait la question d'après, je la mets aussi dedans, quoi. Hein. C'est-à-dire que le bureau n'est pas simplement un lieu de présentiel. C'est un lieu de collaboration, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de travail où on fait preuve de créativité. Donc, si on le voit comme un lieu où les personnes doivent se retrouver, comme je le disais en introduction, pour que le manager puisse contrôler ce que les personnes font, ça, c'est du management des années 70. Donc, ce qu'il faut, c'est imaginer un autre mode de travail. Donc, il faut aménager les bureaux différemment pour favoriser le dialogue, l'échange, la créativité. Et dans ce cas-là, on voit les choses totalement différemment. Maintenant, il ne faut pas non plus, inversement, voir les entreprises qui vont réduire les charges immobilières comme étant les vilains capitalistes qui veulent optimiser leurs résultats. Tout dépend ce qu'ils en font. C'est-à-dire que si on se rend compte que finalement, en poussant le télétravail ou des formes de travail à distance, ce qu'on appelle chez nous le flex work,
on peut optimiser les coûts, ce qu'on ne cherche pas à faire hein, chez SAP, mais certains peuvent chercher à le faire, à condition qu'ils le réutilisent de façon intelligente, l'innovation, plus de R&D, plus d'embauche, pour aller chercher des compétences qu'elles n'avaient pas. Du coup, ça peut me permettre éventuellement de balancer et d'avoir une opinion plus équilibrée. Si c'est juste de se dire on va couper les bureaux, on va mettre moins de mètres carrés par personne, etc., etc., bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne va pas forcément pousser la motivation des collaborateurs. Or, sans motivation, on ne peut pas faire grand-chose. Merci beaucoup. Est-ce que certains autres intervenants ont envie de s'exprimer justement sur cet avenir du bureau et de l'espace de travail comme lieu de collaboration et d'innovation ? Moi, ça me donnerait... Alors, c'est une question un peu plus après, mais puisqu'il va être objet aussi des tiers-lieux, dans l'évolution de nos mètres carrés, alors est-ce qu'on les partage? Est-ce que c'est de l'espace ouvert? Est-ce qu'on a des bureaux attitrés, pas attitrés? Il y a déjà cette première réflexion-là, mais une grande évolution vers les tiers-lieux. Et Smart en est soit propriétaire, soit partenaire, ou gestionnaire, ou co-gestionnaire. Mais on en a un là qui s'ouvre très prochainement. Il y a des milliers de mètres carrés qui s'ouvrent à Lille, le Bazar Saint-Saul, en partenariat avec la ville, la métropole et la région Hauts-de-France. Et là, ça a été assez passionnant de voir tous les impacts de cette crise, l'arrêt d'un chantier, comment on s'est réorganisé, qu'est-ce qu'on a intégré, notre plasticité, et sur les mètres carrés, en se disant, là, il y a des personnes qui ne viendront pas s'installer, soit parce qu'elles n'ont pas d'activité, ou bref. Mais du coup, les entreprises alentours, par exemple, nous ont demandé à pouvoir utiliser les mètres carrés, puisque pour accueillir leur personnel, pour ceux qui en ont l'obligation ou le souhait, elles ne pouvaient pas accueillir le même nombre de personnes dans les bureaux. Donc ça a été l'occasion, par exemple, de partager les tiers-lieux. Ou nous, sur le télétravail pour l'équipe des collaborateurs Smart, si tu n'as pas envie de travailler chez toi, mais tu n'as pas envie non plus de faire les 200 km qui te rejoignent à Paris, tu peux aller dans un espace de coworking dont on est partenaire ou pas d'ailleurs, c'est pas la problématique. Mais on voit qu'il y a vraiment des avancées et une relation à son lieu de travail qui se différencie bien de la dynamique collaborative et comment on la maintient. Et j'y vois plutôt une ouverture partenariale, sortir de nos bulles, de nos enseignes et d'être plutôt centré sur des missions. Ouais, sur de la collaboration intra, mais aussi inter-entreprise et inter-métier. Ouais. Oui, je pense que ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire que c'est pas tant la question des bureaux que de la façon dont c'est déporté la collaboration et les références aussi au dossier, tout simplement à l'avancée de ce que nous avions à faire, c'est-à-dire que tout le monde était extrêmement concentré sur le faire, sur l'aboutissement des objectifs qu'on avait pu se fixer. Et ça a vraiment pris une importance accrue. Je pense que beaucoup de collaborateurs disent on ne s'est jamais autant concerté que pendant cette période-là. Donc je pense que la réflexion des locaux, elle évoluera en fonction aussi de la situation géographique. C'est sûr que dans les grandes métropoles, lorsque les salariés ont beaucoup de travail aussi, mais de trajets, en l'occurrence, la réflexion ne sera pas la même que peut-être dans des environnements plus ruraux où les problématiques de transport ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc chaque structure aura sa propre réflexion. Mais je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'on a déporté les modes de collaboration. Là, on est passé de la machine à café très clairement à des appels beaucoup plus fréquents et peut-être, mais non moins collectifs pendant cette période-là. Ouais, je voulais rajouter sur la question, il y avait cette notion de comment maintenir la cohésion. Et effectivement, je pense que c'est le grand défi de cette rentrée. On espérait tous une rentrée plus positive et on voit tous qu'apparemment, il va falloir sans doute à nouveau faire preuve d'inventivité pour maintenir un travail avec une équipe qui sera vraisemblablement distribuée. Et là, il y a un vrai défi pour tous les managers, cette rentrée, comment réussir en télétravail, qui n'est, je crois qu'on est tous d'accord, pas la solution 100% télétravail, je crois qu'on n'y croit pas. Par contre, il y a des moments, et peut-être dans le futur d'autres, où on aura à nouveau des équipes comme ça, 100% en télétravail. Et comment on fait en ces moments-là? C'est vrai que là, il faut être sacrément habile. Il y a un vrai défi, on parlait de méthode, mais là, il va falloir être très créatif sur cette rentrée pour partager et maintenir
ce niveau de partage dans un moment qui est évidemment un peu difficile, auquel on ne voit pas la fin du tunnel. On a beaucoup vu ça dans les équipes qu'on accompagne, y compris chez nous. Et je pense que là, il faut vraiment essayer de ne pas penser qu'on peut continuer sans créer un peu d'imprévu dans le quotidien. Il faut évidemment veiller à ce que des connexions comme celle qui se passait à la machine à café aient lieu également à distance, donc provoquer peut-être des rencontres aléatoires, proposer des rencontres entre pairs d'un niveau débutant à un expert du métier, parce que tout ça se fait évidemment naturellement dans la machine à café, dans un espace physique, et là, ça n'a pas lieu. Donc oui, c'est le grand défi pour éviter que peut-être dans quelques mois, si on ne le fait pas bien, finalement on change d'entreprise comme en un clic. Donc c'est le grand défi, comment réussir à défendre cette vision collective, parce que je pense que la bonne nouvelle de ce moment, c'est que toutes les entreprises se sont interrogées sur et toutes les organisations sont interrogées sur le sens de leur projet, et on a tous évidemment identifié qu'on avait beaucoup de choses qu'on pouvait apporter dans ce moment difficile. Merci. Gérald, vous vouliez intervenir? Je voulais juste rajouter que, en fait, ce travail, cette organisation du travail flexible, c'est pas théorique, c'est très concret. Ça veut dire qu'un salarié, un commercial par exemple, chez nous, au lieu de partir à 7h30 de chez lui pour mettre 1h30 ou à 1 heure de trajet dans les bouchons, il va travailler à la maison, faire ses emails, partir à un moment où la circulation sera différente, et quand il arrive au travail, parce qu'on a mis en place une organisation qui permet la collaboration, des lieux d'échange ou des collègues qu'il n'avait pas l'habitude de côtoyer, il va les côtoyer dans des réunions où ils vont s'apporter des idées mutuelles. Donc quand il arrive au travail, c'est très productif, c'est très créatif, et il évite de perdre du temps sur des activités qui n'ont pas d'utilité finalement. C'est aussi de lui permettre de travailler à un moment donné de chez son client, s'il y est, plutôt que de repartir en pleine journée à un moment où il va y avoir un embouteillage, il reste chez le client et il travaille à distance, et puis évidemment chez lui. Et quand il est chez lui, comme la technologie le permet aujourd'hui, il peut avoir des réunions extrêmement efficaces parce que tout le monde va apporter sa brique. Puis à distance, on est très attentif en fait. Pendant le temps d'un call, on est forcément attentif, parce que si on ne l'est pas, ça se voit assez vite en réalité. Donc moi je crois que c'est très concret, à condition qu'on soit capable de le mettre en place de façon intelligente. Je pense que ça va avoir des effets très positifs sur la productivité des entreprises et la performance à moyen terme. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir les questions un peu, on n'a vu que les premières, mais peut-être pour poser encore une ou deux questions, descendre un petit peu. Si vous voyez vous-même aussi une question qui vous intéresse. Peut-être la question, alors je ne sais pas, des codes, des chartes, des rituels. Est-ce que vous avez vu des choses Mathieu, on parlait des réunions hebdomadaires ou journalières, peut-être d'autres choses Oui, je reviens à la question d'après. Effectivement, encore une fois, je pense qu'on vit quelque chose qui est plus proche de Koh-Lanta que du télétravail. Donc, est-ce qu'il faut en sortir des codes et des chartes? Je pense que tout le monde fait le meilleur effort. Et je terminerai peut-être juste en disant que ce n'est pas que les managers qui ont cette responsabilité, c'est tout le monde. Et justement, dans un moment où on a un peu plus rétabli un équilibre dans les équipes, je crois que tout le monde peut apporter sa patte, sa différence, se mobiliser. Il faut peut-être pas non plus espérer que des managers qui sont très très sollicités aient toutes les solutions. C'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des initiatives qui viennent d'un peu partout dans les entreprises, parce que ce type d'organisation permet, je le pense, d'entendre des idées qui jusqu'ici étaient souvent inaudibles. Très intéressant. Alors la source des statistiques, nous ne l'avons pas. Peut-être de parler en effet, est-ce que dans vos entreprises ou au sein de l'UDES parmi les membres, la volonté de réviser les accords d'entreprise justement pour généraliser la pratique du télétravail, ou est-ce qu'il y a la volonté justement d'installer ça dans le temps ? Oui, les entreprises, enfin les branches, mais également les associations que nous accompagnons se sont saisies de la question du télétravail, alors que ça fait le télétravail est en place depuis 2012 dans le Code du travail, donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Nous, on a toujours eu beaucoup de mal, pour les raisons que j'ai expliquées, à mobiliser nos acteurs sur ces questions-là. Là, on voit que ça émerge, et il est important aussi de prendre conscience que certes, c'est un apport pour la qualité de vie au travail, le télétravail,
télétravail, mais qu'il faut aussi l'encadrer. Il faut pouvoir équiper les salariés de façon à ce qu'ils puissent télétravailler dans des conditions, parce que si on parle d'efficience ou de performance, il faut aussi fournir les conditions aux salariés pour que ce soit possible. Il faut aussi encadrer le droit à la déconnexion, permettre aussi, on a vu beaucoup de salariés qui se sont retrouvés mal en télétravail parce que ne sachant pas, tout simplement, déconnecter le moment voulu et ne pas se laisser absorber par l'ampleur de la tâche et donc se mettre à travailler sur une amplitude horaire beaucoup trop importante, savoir respecter une pause repas, enfin des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qu'il faut aussi pouvoir, il faut pouvoir envoyer des messages au sein des accords, et c'est important de parler d'accords d'entreprise parce qu'il faut qu'ils soient adaptés bien évidemment à l'activité de chacune des associations, à ses spécificités, à sa culture de travail, et c'est bien ça l'objet du dialogue social qui doit permettre derrière d'assurer de bonnes conditions. Si je peux me permettre, ce qui vient d'être dit est super important parce qu'au-delà des chartes et des codes, il faut surtout renégocier avec les représentants du personnel qui ont un rôle super important. Là, pour le coup, ils ont un rôle super important parce que on peut, comme dans toute organisation, avant le Covid, avant cette phase de télétravail accrue, on avait les mêmes problèmes. Il y a des managers qui sont excessifs, qui demandent trop à leurs salariés. En télétravail, c'est pareil. Ils peuvent demander, s'il n'y a pas de limite, si on ne met pas des jalons, ils peuvent, évidemment on peut contrôler, mais on peut avoir des conséquences assez importantes. Et comme ça vient d'être dit, il y a beaucoup de salariés. Hier je déjeunais avec une collaboratrice SAP et elle me disait la difficulté que j'ai, c'est de me déconnecter. C'est de savoir quand j'arrête. À 18h, mon travail n'est pas fini. Elle a des obligations personnelles, elle quitte le bureau, elle monte dans sa voiture, elle rentre chez elle. À la maison, elle va prolonger parce que c'est pas fini. Donc il faut là encore mettre des règles. Et c'est là que les représentants du personnel vont jouer un rôle super important auprès de la direction pour encadrer et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès. Oui, j'ajouterais qu'il faut former le management aussi, parce qu'on a beaucoup de managers qui ont perdu leur repère aussi en matière de management, qui ont parfois tendance à l'hyper-contrôle au travers des outils qu'ils peuvent avoir pour avoir accès au travail donc des personnes qu'ils managent, qui sont eux-mêmes pas habitués à télétravailler, donc qui sont très déstabilisés par cette nouvelle condition de travail. Donc il faut accompagner, c'est au moins aussi important évidemment que l'accord collectif, puisqu'une fois que l'accord collectif existe, il faut aussi former les managers à l'appliquer au-delà de ce qui est écrit, sinon c'est quelque chose qui reste gravé dans le marbre et qui ne prend pas vie correctement dans les organisations de travail. Merci. Vous voulez une dernière... Oui, c'était plus le télétravail, ça doit rester une organisation de qualité avec la même exigence que si on était en poste et en fonction. On confond parfois télétravail et travail à domicile, si c'est pas possible au domicile parce qu'effectivement on a des enfants qui ne sont pas à l'école et tout ça, on ne peut pas télétravailler, ou en tout cas on doit trouver une adaptation sur la durée, et tous les métiers ne peuvent pas être exercés en télétravail. Effectivement, les métiers qui sont liés à la construction, à l'entretien, à l'accueil du public quel qu'il soit, effectivement tous les métiers ne peuvent pas s'organiser de cette manière-là, c'est important de le rappeler. Et il y avait aussi pas mal de questions sur équipement, PME, TPE, comment est-ce qu'on s'équipe. On a des fédérations, on peut se fédérer, on peut mutualiser, on peut trouver des solutions, mais il faut collectiviser et mutualiser. À mon avis, en restant sous l'eau, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages et vos apprentissages. Je pense qu'on voit qu'on est à l'aune d'un changement qui était en germe depuis un moment, mais qui a eu tendance à s'accélérer ces derniers mois. On parle de changement culturel, donc ça prend du temps, ça s'accompagne, il faut former les gens. Charge à chacune de nos entreprises de prendre cette nouvelle vague pour en profiter pour faire une transformation culturelle en profondeur des façons de travailler et de collaborer ensemble. Merci à tous et puis à tout à l'heure pour la prochaine session. Merci. Merci beaucoup à tous.